CPF. Alors, je ne vais pas détailler toute la marguerite, mais grosso modo, la Caisse des dépôts est chargée principalement j'allais dire, de quatre choses. D'abord, de gérer et d'alimenter les comptes CPF de l'ensemble des actifs nationaux. Ça représente en fait aujourd'hui un peu plus de 38 millions de comptes usagers. C'est-à-dire que chaque année, la Caisse des dépôts alimente 38 millions de comptes, à la fois de salariés et d'agents publics. Les agents publics fonctionnent toujours en heures, mais les salariés fonctionnent désormais avec des CPF en euros. Donc ces 38 millions de comptes, ils sont alimentés chaque année par la Caisse des dépôts sur la base des déclarations DSN des entreprises et des employeurs, au sens large du terme, publics et privés. Et ça nous sert en fait à mettre de l'argent sur le compte de ces 30, bientôt aujourd'hui 39 millions d'usagers. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une alimentation de droits. On met sur le compte des droits CPF, hein, pas de l'argent, hein. Ça représente, l'alimentation des comptes représente 11 milliards d'euros aujourd'hui, hein. La Caisse des dépôts n'a pas 11 milliards d'euros à sa disposition pour financer des formations CPF, hein, pas du tout, hein. On consomme chaque année environ 2 milliards d'euros de fonds sur le CPF, de vrai argent, hein, d'euros, hein. L'alimentation qui est effectuée sur les comptes, c'est de l'argent virtuel qui se transforme en argent réel le jour où la personne achète une formation en ligne sur la plateforme. Voilà. Si vous utilisez jamais votre CPF, il n'y aura jamais de vrai argent sur ce compte. Moi, j'ai un CPF depuis des années. Je ne devrais pas le dire, mais je m'en sers pas. J'ai 5 000 euros sur mon compte. Je m'en suis jamais servi. Le jour où je partirai à la retraite, cet argent disparaîtra. Il n'aura jamais existé, en fait, mais mon compte aura été alimenté. Voilà le système de l'alimentation. L'alimentation s'effectue toujours l'année suivante, hein, on est en train de le faire aujourd'hui. On est en train d'alimenter les 39 millions de comptes au mois de mars et au mois d'avril, chaque année, sur la base des DSN de l'année précédente. Voilà. On y reviendra juste après pour rappeler quelques grandes lignes en termes d'alimentation. Notre rôle, c'est aussi d'utiliser des fonds, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on consommait, entre guillemets, 2 milliards d'euros sur le CPF chaque année. Ben, les 2 milliards d'euros, il faut les avoir. Donc, faut recevoir, faut avoir des fonds, faut avoir de l'argent, faut avoir un budget. Qui nous vient d'où? Ben, qui nous vient de France Compétences, qui lui-même le reçoit des URSSAF, qui lui-même le collecte auprès des entreprises. Voilà, c'est ça le schéma d'alimentation. Il y a des contributions obligatoires, il y a des contributions supplémentaires. On y viendra tout à l'heure. Tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, concernant les problématiques de dotation et d'abondement, ce sont des financements complémentaires. Une entreprise, un OPCO, une branche, une région, l'État, France Travail, peuvent alimenter les comptes CPF de tous les actifs qui existent en France. Alors évidemment, France Travail va le faire sur les demandeurs d'emploi, ainsi que les régions principalement, mais les branches et les OPCO, ainsi que les entreprises, vont flécher des salariés, leurs salariés quand il s'agit d'entreprises, ou les salariés de la branche quand il s'agit d'une branche. Mais c'est ça l'idée en fait, hein. C'est qu'il y a de l'argent sur le compte des collaborateurs, enfin de vos collaborateurs, qui est lié à l'alimentation obligatoire des comptes. Et puis, il peut y avoir de l'argent en plus sur leur compte qui proviennent des différents financeurs que vous voyez apparaître en point 3 sur la diapositive. Et puis après, c'est les autres marguerites concernent le financement, parce que c'est nous qui payons les organismes de formation au bout du bout. De même que c'est nous qui avons créé une place de marché, hein. Mon compte formation, c'est juste une place de marché, en fait, hein. C'est une marketplace où vous avez une offre qui est apportée par les organismes de formation et une demande qui est alimentée par les achats des salariés, hein, des actifs, hein. C'est tout, hein. Nous, on ne fait que ça, hein, gérer cette place de marché. Et puis, on enrôle, alors ça, c'est fini, on en a un certain nombre, hein. Il y en a 15 000 hein, organismes de formation aujourd'hui qui sont présents sur notre plateforme. Ça a été un rôle au départ pour les enrôler,
les motiver pour venir sur la plateforme. Et puis le rôle de promoteur de la formation professionnelle, c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est de promouvoir, de présenter à tous les acteurs de l'écosystème ce système, enfin ce système CPF, quoi, en quelque sorte, à mon compte formation, le CPF dans ses grandes lignes. Euh, Là, vous avez l'alimentation, hein, j'en ai parlé. Hein, vous avez sur la gauche, vous avez les salariés d'un côté, les TNS de l'autre, qui sont alimentés de la même façon, mais selon des règles de proratisation qui ne sont pas les mêmes. Bon, c'est un détail, c'est la loi qui prévoit ça. Vous le trouvez sur cette diapositive. Et puis à droite, vous avez deux populations qui sont plus alimentées que les autres, qui ont 300 euros de plus par rapport au standard, par rapport au commun. Ce sont ce qu'on appelle les SMQ ou les salariés peu qualifiés, les salariés moins qualifiés. Donc, c'est des niveaux infra-bac. Hein, c'est ça, un salarié peu qualifié, ou les personnes en situation de handicap. Ces deux populations touchent 300 euros de plus en alimentation chaque année, jusqu'à un plafond qui, lui, a évolué, hein, enfin évolué, il évolue au même rythme que celui de gauche, hein, c'est 10 fois le montant annuel, hein, c'est 10 années, hein, en fait, à la limite, hein. Donc ça fait 8 000 euros. Voilà. Ça, c'est le principe d'alimentation, sachant que à gauche, l'alimentation se fait sur la base des DSN. À droite, l'alimentation se fait de manière complémentaire sur la base d'une déclaration. C'est-à-dire, en fait, les gens se déclarent peu qualifiés ou se déclarent en situation de handicap. C'est déclaratif. Je laisse tomber ce qui est en bas, qui concerne les agents publics, ça ne vous intéresse pas. Sachez que les agents publics des trois fonctions publiques sont alimentés sur leur CPF, mais ce sont des heures. Et pour pouvoir acheter des formations, ils doivent passer par leur service des ressources humaines. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis tout en bas à gauche, vous avez un chiffre intéressant qui vous montre qu'en moyenne, ça c'était l'année dernière, hein, sur un compteur pour les actifs du secteur privé, il y avait 2027 euros en moyenne, hein, sur les comptes. Il y en a qui n'ont pas grand-chose, hein, ceux qui viennent de démarrer dans la vie active. Et puis il y en a comme beaucoup, comme moi, qui va bientôt sortir de la vie active. Donc moi j'ai le maximum, j'ai 5000 euros, c'est juste pour le rappeler, hein. On voit les écarts types et la moyenne qui apparaît ici. Là, vous avez toutes les actions qui sont éligibles au CPF. Essentiellement les diplômes qui relèvent des répertoires national, donc ça c'est les formations les plus longues, répertoires spécifiques, et puis tout un certain nombre de formations qui sont plus des certifications d'ailleurs que des formations, comme le bilan de compétences que l'on fait dans le cadre de sa vie active, hein, pour faire un espèce de bilan. Enfin, vous savez tous ce que c'est que le bilan de compétences, je ne vais pas trop développer. La VAE, bon, ça c'est quelque chose qui est dans le CPF depuis des années. Tous les permis de conduire, y compris le permis moto, depuis le mois de janvier 2024, donc j'ai rajouté la catégorie A. Hein, c'est le A1 et A2. Alors, je ne me rappelle plus les sigles. Bon, enfin, c'est tous les permis moto qui sont dessus. Sachez que tout ce qui est permis de conduire représente 19% de ce qui est acheté sur la plateforme, hein. C'est ça la réalité, hein. Un CPF sur 5 est consommé pour acheter du permis de conduire, quel qu'il soit, hein. Et puis ça va augmenter, parce qu'avec le permis moto, on a déjà des chiffres qui commencent à monter et qui montent beaucoup. Et la consommation, là, rien qu'en rajoutant le permis moto, on est passé d'un rythme de consommation annuelle de 2 milliards à 2 milliards 2, hein. On est à peu près sur ces chiffres-là, entre 2 milliards et 2 milliards 2. Voilà. Et puis, vous avez les actions de création reprise d'entreprise. Plusieurs petits points complémentaires, mais rapides, pour compléter ces éléments-là, parce que j'ai terminé sur la présentation générique. D'abord, les droits CPF ne servent qu'à acheter de la formation, hein, pas autre chose, hein. On a toujours des gens qui nous appellent pour acheter un vélo électrique ou pour remplacer leur frigidaire. Ça, c'est pas possible, hein, je vous l'ai dit, hein, ce sont des droits, et ces droits ne deviennent de l'argent que lorsqu'on achète de la formation. Ces droits sont portables, hein, les droits CPF sont portables, c'est-à-dire que quand on change d'entreprise, quand on change d'employeur,
le CPF suit. Par contre, ils ne sont pas transmissibles. Hein, on peut pas transmettre des droits CPF des parents vers les enfants ou les grands-parents vers les petits-enfants, que sais-je. Ça, c'est interdit par la loi. Je répondrai à vos questions, bien sûr, s'il y a des points que je n'ai pas abordés. Il y a un point que je n'ai pas abordé, qui peut-être fera l'objet de questions, je l'aborde rapidement. Il est question, vous avez dû l'entendre, euh, il est question aujourd'hui de la mise en place d'un reste à charge pour les titulaires de CPF. Aujourd'hui, les textes ne sont pas sortis, on n'a pas eu le décret, on ne sait pas exactement ce qui va sortir, mais il est vrai que les pouvoirs publics s'interrogent aujourd'hui pour mettre un montant minimum à la charge du titulaire au moment où il achète une formation. On ne sait pas si ça sera un forfait ou un pourcentage. Il y a plein de chiffres qui circulent, hein. Il y a des forfaits à 50 euros, des pourcentages à 10% ou à 30%. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui pour savoir ce qui va sortir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Probablement avril-mai, pas avant. Mais ça, c'est encore des spéculations que je suis en train de faire. Euh, il y aura des exonérations. Les exonérations toucheront essentiellement les demandeurs d'emploi et les systèmes d'abondement qu'on va mettre en place, qu'on a mis en place ou qu'on va mettre en place avec différents acteurs. Petit point de peut-être 2 diapositives sur France Connect Plus. Bon, je crois que c'est un secret pour personne. Le CPF a fait l'objet et fait toujours l'objet malheureusement de nombreuses fraudes. Il y a 2 types de fraudes. Il y a des fraudes à l'identité de la personne qui achète une formation et des fraudes à l'organisme de formation. Il y a 2 poches de fraude principales, hein. Sur les organismes de formation, c'est pas le sujet du jour, donc je le laisse de côté, mais pour les titulaires, parce que je pense que ça peut vous intéresser, ce qu'on a mis en place, c'est un renforcement de la vérification de l'identité de la personne qui achète la formation. Hein, parce qu'il y a de très nombreuses personnes qui se faisaient passer qui achetaient avec le CPF de quelqu'un d'autre des formations et d'ailleurs achetaient au bénéfice d'organismes de formation qui eux-mêmes étaient fraudeurs. Donc on a mis en place depuis 1 an et demi à peu près, pas tout à fait, une identité numérique via la Poste, qui est un système qui s'appelle France Connect Plus, et qui permet à chaque personne, à chaque actif français, de nationalité française, d'obtenir une fois pour toutes une identité numérique qui lui sert à aller sur son CPF, mais à bien d'autres services, hein, des services des impôts, de l'assurance maladie, que sais-je. Il n'y a pas que ça, hein, dans France Connect Plus, mais il y a le CPF, et cette évolution est complètement liée au cas de fraude que nous avons rencontré sur la plateforme. On a baissé les cas de fraude, pas tous, mais on a baissé les cas de fraude par ce canal-là. Ça présente un inconvénient, c'est que il y a certains titulaires qui ont du mal avec l'obtention de l'identité numérique. Alors, soit parce qu'ils sont étrangers, hein, ils sont de nationalité européenne, hein, il y en a beaucoup, hein, qui travaillent en France, ou en dehors même de l'Union européenne. Et eux, ils ne peuvent pas y accéder puisqu'ils n'ont pas la nationalité française. Donc, ils ne peuvent pas produire de pièce d'identité française valide. Donc, ils sont obligés de passer par un système de contournement ou une aide, qui est un système manuel. Ce qui veut dire que si vous avez des collaborateurs qui veulent utiliser leur CPF, la première chose qu'il faut leur indiquer, c'est qu'il faut qu'ils activent leur compte et qu'ils obtiennent leur identité numérique. S'ils ne sont pas de nationalité française, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. Une fois qu'on a l'identité numérique et qu'on a activé son CPF, c'est fait une fois pour toutes, hein. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, hein. On ne reprend pas l'identité numérique à chaque fois qu'on se connecte sur la plateforme. Mais il faut l'obtenir une fois pour toutes au démarrage. Donc bien penser, pour tous ceux qui seraient parmi vos collaborateurs ou les personnes qui veulent s'en servir, bien penser à activer cette identité numérique, sachant que la Poste a mis en place dans la plupart de ces guichets un service qui permet d'aider, d'accompagner les personnes qui ont du mal avec l'obtention de l'identité numérique.
Par ailleurs, je le signale, ça n'est pas fait, mais je le signale, on est en train de travailler avec d'autres partenaires pour proposer d'autres systèmes d'identité et d'identification numérique pour ne pas avoir qu'un seul partenaire sur cette affaire. Vous le savez peut-être, la Poste, la Banque Postale, est une filiale de la Caisse des dépôts. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec eux pour mettre en place cette identité numérique par leur intermédiaire. Quelques chiffres, mais rapides, sur le CPF. On en a vu quelques-uns, mais je voulais juste vous partager quelques éléments qui peuvent peut-être vous intéresser. D'abord, vous précisez que le CPF, en euros, a complètement changé la physionomie j'allais dire, de la cible que l'on vise. C'est-à-dire qu'auparavant, dans l'ancien système, c'était essentiellement des cadres qui se formaient pour des formations plutôt qualifiantes. Là, on est sur une population qui est essentiellement une population de salariés avec des niveaux moins qualifiés, hein. Il y a environ 2 tiers des personnes, il y a qu'un tiers de cadres pour 2 tiers de non-cadres, hein, aujourd'hui qui achètent sur la plateforme CPF, enfin mon compte formation. Mon compte formation, c'est le nom de la plateforme, CPF, c'est le nom du compte. Voilà. Donc c'est important pour nous et ça bénéficie essentiellement à des personnes qui sont moins qualifiées. L'ancien système ne fonctionnait pas comme ça. On a aussi, on a un tiers environ 33, oui c'est ça, ça fait un tiers. On a un tiers de demandeurs d'emploi, hein, qui achètent sur la plateforme et on est quasiment à la parité homme-femme. On a 52% d'hommes et 48% de femmes. Et on a une proportion qui progresse de seniors. Donc, si vous voulez, on a une population cible qui est quand même assez, au sens démocratique du terme, assez intéressante. On touche vraiment des gens qui en ont besoin. Le seul problème que l'on a, c'est qu'on a malheureusement essentiellement des formations au permis de conduire et aux langues vivantes, hein. Si on prend ces deux éléments-là, on est à 35-40%, quoi, hein. Donc c'est quand même, voilà, c'était pas notre cible de départ, hein, mais bon, l'éligibilité des formations au CPF, c'est pas nous qui la décidons, hein, c'est pas nous qui avons décidé de faire rentrer le permis moto sur le CPF. Nous, on pense que c'est un peu dommage, mais bon, peu importe, c'est nous, on agit sous mandat de l'État, hein, donc on fait ce qu'on nous dit. Et puis, on a 15 000 organismes de formation qui sont présents sur la plateforme. Ces chiffres-là datent de février 2024. Voilà. Puis, vous avez le nombre de certifications, le nombre de formations différentes. J'ai pas mis le nombre de sessions de formation. Il y a environ 1 million de sessions de formation qui sont présentes sur la plateforme CPF. Chaque semaine, la plateforme CPF permet alors j'ai plus le nombre de dossiers, mais en nombre, en volume, ça représente environ entre 40 et 45 millions d'euros de consommation hebdomadaire, hein, le CPF. 40 à 45 millions d'euros de consommation hebdomadaire. Là, vous avez les chiffres depuis l'origine. Ça représente 7 millions un peu plus de 7 millions de dossiers, 10 milliards, hein, en 4 ans, hein, de formations achetées. Aujourd'hui, on est sur un rythme qui est plus proche de 2 milliards par an. Donc ça a baissé. Ça a baissé à cause de l'identité numérique et ça a baissé à cause d'un processus d'embarquement des organismes de formation qui a permis de diminuer le nombre d'organismes et de sortir les fraudeurs. Là, vous avez le nombre de comptes de titulaires alimentés. Alors, vous voyez, les chiffres sont un peu différents par rapport à ma première Marguerite. On est à un peu plus de 39 millions aujourd'hui. Ça, c'est des chiffres plus récents que la Marguerite que vous aviez tout à l'heure. Voilà. Bon, ça, c'est des données un peu générales. Comme de toute façon, le support, je le passerai. Je l'ai passé d'ailleurs à la CCI. Ils vous le communiqueront si, bien évidemment, vous aurez accès à ces chiffres. Et puis là, vous avez les abondements, donc les compléments sur le CPF qui sont effectués. Alors, il y a 3 grandes lignes d'abondeurs que j'ai mis sur cette diapositive. Il y en a d'autres qui n'y sont pas, mais peu importe. En haut, France Travail, enfin Pôle emploi, France Travail. Ça représente depuis l'origine, hein, de 232 millions d'euros. Les employeurs, étage intermédiaire, donc 285 millions de dotations. C'est pas beaucoup par rapport au nombre d'employeurs qui existent en France,
mais c'est quand même un montant qui n'est pas négligeable. Et puis vous avez les régions, les branches, les OPCO, qui ont un montant qui est plus faible. Bon, d'abord, ils sont moins nombreux, puis ils sont pas tous présents sur notre plateforme pour abonder. Et puis eux, ils font des formations qu'on appelle automatisées, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Là, on va rentrer plus profondément dans le dispositif pour voir ce que vous pouvez faire en tant qu'employeur sur la plateforme, en plus de l'alimentation qui existe pour les titulaires. Les titulaires, ils ont tous un compte, il est alimenté par la Caisse des dépôts, mais vous pouvez rajouter de l'argent. Vous rajoutez de l'argent sur le compte d'un titulaire, d'un de vos collaborateurs, c'est très simple. Il y a un espace qui vous est dédié, qu'on appelle, vous voyez apparaître sur cette diapo, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche là qui tourne. Vous avez un espace qu'on appelle EDEF, l'espace pour les employeurs et les financeurs, hein, qui est un espace dédié en fait, hein, qui permet d'attribuer une dotation et de suivre les dotations qui ont été faites auprès des différents collaborateurs de l'entreprise. Donc, pour y accéder, c'est assez simple, hein. C'est à partir d'un SIRET, c'est à partir d'un numéro d'authentification qui vous permet sur le site, d'ailleurs, vous pouvez trouver, je ne l'ai pas mis là, mais il y a des liens qui vous permettent, si vous le souhaitez, je pourrais vous les passer, mais il y a des liens qui vous permettent d'accéder à des guides pour pouvoir le faire, mais c'est très intuitif, hein. Je vous ai mis sur les diapositives suivantes à la fois les différents types de dotations, mais aussi la façon de procéder, qui est très simple. Ici, vous avez les 4 formes de dotation qui existent. Dotation volontaire en haut à gauche, supplémentaire quand il y a un accord collectif, et puis en bas, ce qu'on appelle les dotations sanctions. Les dotations sanctions, c'est les dotations correctives quand les entretiens professionnels n'ont pas été effectués. Donc une entreprise qui n'est pas conforme par rapport à la loi, elle a une obligation de verser 3 000 € de droits correctifs supplémentaires par collaborateur. Donc ça, on en a quelques-uns, hein, de droits correctifs. Et puis vous avez des dotations qui existent pour les salariés qui sont dans des cas particuliers de licenciement, où là, quand il y a un accord de performance, là aussi, il y a le versement d'un montant de 3 000 € en droit de formation sur le CPF de la personne. Les deux en bas sont plutôt liés, entre guillemets, enfin, on les appelle en sanction à la Caisse des dépôts, c'est un peu péjoratif, mais c'est juste pour dire qu'elles sont liées à une absence d'entretien ou à une problématique de licenciement. Voilà. Euh, Ces 3 000 € viennent en plus du plafond, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure sur les CPF des collaborateurs. C'est un CPF, moi j'ai un CPF à 5 000 € aujourd'hui, je suis au plafond. Si mon employeur ne respectait pas les entretiens professionnels, il devrait me verser 3 000 € de plus, ce qui veut dire que je me monterai à 8 000 €. Hein, donc ça dépasse, ça va au-delà des plafonds qui sont prévus par la loi. Quand on est sur un système de dotation volontaire, bah, une fois que vous êtes rentré sur la plateforme que je vous ai montré tout à l'heure, la plateforme EDEF, que vous vous êtes connecté sur la plateforme et que vous avez indiqué vos identifiants, vous avez 3 actions à mener. D'une part, définir le numéro de sécurité sociale de la personne. Vous le voyez, alors c'est peut-être pas très clair là. Enfin, ça apparaît sur la droite, hein, vous les voyez les 3 choses qui sont à mettre, hein, le numéro de sécurité sociale, le nom de naissance de la personne et le montant de la dotation que vous voulez faire. Et puis vous validez cette dotation. C'est vraiment extrêmement simple, hein, comme processus. Vous allez sur notre plateforme, et vous remplissez ces 3 critères. Bien évidemment, nous, on ne mettra la dotation sur le compte de vos collaborateurs qu'au moment où on aura l'argent. Donc vous allez faire un virement, et quand le virement va arriver à la Caisse des dépôts, on va l'identifier par les différents éléments qui nous permettent de rapprocher l'action de dotation, d'attribution d'une dotation que vous avez faite, et puis le virement que nous allons recevoir. Et à ce moment-là, l'argent sera sur le compte de la personne. Sur cette diapositive, qui est un peu, enfin, qui est la même que précédemment, dans le cas précédent, comme, enfin, je sais pas, j'espère que je suis clair, hein, mais dans le cas précédent,
vous faites des dotations collaborateur par collaborateur. Si vous avez 3 collaborateurs sur lesquels vous voulez doter et rajouter de l'argent sur son compte, vous procédez comme ça. Vous allez sur la plateforme, puis vous allez faire 3 saisies. Une saisie par collaborateur, puisqu'ils ont chacun un numéro de sécurité sociale différent, bien évidemment, et un nom différent. Et peut-être un montant attribué différent. Hein, donc, voilà. Et vous serez obligé de faire 3 fois la même chose. Bon, il y a une possibilité de dépôt. Si vous avez par exemple 20 collaborateurs, ou 30, ou 40, ou 50 à doter, bon, 50 fois la même chose, c'est bon, c'est moins confortable. Donc, on a prévu un système qui permet d'envoyer un dossier. Donc là, vous voyez apparaître quatre, les 4 dotations que je vous ai présentées, avec un sigle différent. Un V pour volontaire, S pour supplémentaire, L en cas de licenciement et C en termes de droit correctif. Donc vous cochez la bonne case. Est-ce que c'est de la dotation volontaire, du supplémentaire, du salarié licencié ou du droit correctif? Et puis vous nous envoyez un fichier, ce fichier comprenant tous les noms des collaborateurs avec leur numéro de sécurité sociale et les montants que vous attribuez sur chaque ligne. C'est un fichier Excel basique. Hein. Alors, ça peut être du CSV, hein, si je ne me trompe pas, mais c'est du fichier basique. Hein. Donc, c'est de l'Excel. Hein. Donc, vous nous joignez un fichier et vous nous envoyez un seul virement. Comme ça, c'est le plus simple. Hein. C'est vraiment la chose la plus simple en soi. Ça, c'est vraiment la dotation de base telle qu'elle existe depuis l'origine, hein, Alors, non, j'ai dit une bêtise. C'est depuis 2021 que ce type de dotation est possible. Pas depuis la création de la plateforme qui est en fin 2019. On a mis un petit peu de temps avant de mettre en place ce dispositif. Il y a un autre système qui peut vous intéresser, c'est ce qu'on appelle les remboursements sur accord collectif. Il faut qu'il y ait un accord collectif, mais la loi prévoit que vous pouvez utiliser, en cas d'accord collectif, le CPF des salariés pour cofinancer une partie des formations qui sont effectuées à leur bénéfice. Mais dans ce cas-là, vous devez avancer l'argent. Hein. Donc ça veut dire que les employeurs, c'est les employeurs qui sont concernés, ils vont cofinancer un projet de formation, mais dans la façon de faire, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier, hein, c'est le point 3, hein, la question qui s'appelle comment. Hein. On va vérifier que l'accord collectif, vous allez conventionner avec la Caisse des dépôts, vous allez signer une convention très basique hein, avec la Caisse des dépôts. C'est vous qui payez la formation, vous en tant qu'entreprise, employeur, qui payez la formation de votre salarié. Ça veut dire que vous avancez la trésorerie et vous demandez le remboursement à la Caisse des dépôts, et la Caisse des dépôts va prélever sur les droits CPF de vos collaborateurs pour vous payer. Donc en fait, on ne paiera pas l'organisme de formation comme on le fait sur la plateforme Mon compte formation. On va passer à côté de la plateforme, on va aller chercher des droits CPF que l'on va décrémenter sur les CPF de vos collaborateurs et on va vous verser l'argent. Donc en fait, au lieu de payer les OF, c'est vous qui aurez payé l'OF, nous on va vous rembourser. C'est pour ça qu'on appelle ça remboursement sur accord collectif. Et dernier point, alors pour le moment, c'est pas accessible de manière généralisée aux employeurs, c'est le processus d'abondement. Hein, nous, on fait bien la distinction entre une dotation et un abondement. Alors ça peut vous paraître subtil, mais vous allez le comprendre très vite. Une dotation, elle est faite sur le compte d'un collaborateur, d'un nouveau collaborateur, d'un salarié de l'entreprise qui est venu vous voir, hein, quand c'est une dotation volontaire, qui est venu vous voir pour obtenir un budget supplémentaire, un montant supplémentaire sur son CPF. Cette somme, cette dotation, elle est définitivement acquise au salarié, même s'il ne s'en sert pas. Et moi, je ne vérifie pas qu'il s'en sert. Moi, Caisse des dépôts, je ne suis pas chargé de vérifier qui va bien se servir de cet argent pour acheter une formation. Si ça se trouve, il ne va pas s'en servir. Ou il peut acheter une autre formation que celle, ça ne serait pas très malin de sa part, hein. Mais il peut acheter, il peut vous dire, moi j'ai besoin d'une formation, je ne sais pas moi, en chaudronnerie, en mécanique, je ne sais pas quoi.
peu importe, et puis faire une formation en anglais. Je peux pas, quand il s'agit d'une dotation, je ne peux pas vérifier ce que fait le collaborateur. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont encore réticentes à utiliser la dotation, parce que la dotation ne flèche pas la formation. Alors que là, dans un processus d'abondement, le conventionnement qu'on met en place avec le financeur permet de flécher précisément sur la formation. Et si la personne ne fait pas la formation, l'abondement n'est pas utilisé. Donc ça veut dire que l'abondement il est sanctuarisé. Et si au bout du bout, il ne s'en sert pas, ou vos collaborateurs ne s'en servent pas, l'argent vous est restitué. Alors que ça n'est pas le cas dans une dotation. Une dotation, elle est acquise. Il faut que vous ayez confiance dans votre collaborateur. Avec un abondement, confiance, pas confiance, peu importe, on définit un cadre, on met en place une convention, et seuls ceux qui utilisent l'abondement sont débités sur leur compte, et l'argent le budget qui nous est associé est utilisé pour financer la formation. Si l'argent n'est pas utilisé, il vous est restitué. Et dans la pratique, ça sera la dernière diapositive. Ben là, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Vous avez un exemple, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, à l'endroit où vous vous situez dans la salle. Alors peut-être si vous êtes à distance, c'est plus facile, mais là, vous avez un exemple d'une formation qui coûte, alors, je ne sais plus ce que c'est comme formation, je ne sais même pas si c'est indiqué. Non, il y a un numéro, on ne voit pas bien ce que c'est. Mais peu importe la formation. Vous avez un prix de formation qui est à 4 000 euros. Vous voyez apparaître tout en haut. Prix de la formation, 4 000 euros. Il apparaît là, hein, ici. Je pense que vous le voyez. Juste en dessous, vous avez les droits formation, c'est-à-dire les droits CPF de la personne. 4 000 moins les droits CPF, bah, il reste 2 750. Je pense que vous les voyez, c'est 2 750. Ça, c'est ce que la personne devrait payer si elle n'avait pas de cofinancement. Voilà. S'il n'y a pas de cofinancement, bah, elle doit payer 2 750 euros parce qu'elle n'a pas les 4 000 euros sur son compte. Bon, là, il se trouve que on a conventionné, nous, à titre d'exemple, avec une société qui s'appelle Veolia pour mettre en place des abondements automatisés. Veolia propose 1 000 euros. C'est un exemple, hein. Veolia propose 1 000, mais vous pouvez mettre le nom de n'importe quelle entreprise ici, hein. Et puis, vous avez une région. Alors, c'est rare que les régions interviennent pour les salariés, mais ça existe. Certaines d'entre elles le font. Là, il y a la région Hauts-de-France. Bon, je trouve que la région Hauts-de-France ne fait pas d'abondement pour les salariés, mais uniquement pour les demandeurs d'emploi. Mais la région Pays de la Loire ou la région Occitanie le font pour des salariés. Donc, mettez ici une autre région, peu importe. Ben, vous avez deux acteurs, deux financeurs qui vont intervenir pour compléter les droits dont dispose une personne sur son CPF. 1 000 euros pour Veolia, 850. Et bien là, il ne reste plus que 900 euros de reste à payer au final pour le titulaire. Vous voyez que le système d'abondement permet d'emboîter les financeurs et permet de faire une forme d'ingénierie financière qui est parfaitement possible sur mon compte de formation et sur le CPF. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé, mais voilà ce que je voulais vous présenter. Et je suis à la disposition de la salle pour des questions, ou pas de la salle d'ailleurs, d'autres personnes. Merci, Monsieur Brivet. Je vais allumer le micro pour voir s'il y a des questions pour vous poser en direct, sinon vous n'allez pas les entendre. Alors, il y a une question à distance? Jean-Yves Baudin. Oui, une question. Donc, Jean-Yves Baudin. Il y a son On ne vous micro entend pas. Vous qui pouvez n'est mettre pas votre activé. micro. Et vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui. J'ai une question. Merci pour cette présentation. Donc, on a bien compris, en fait, et le président de la CCI voulait insister là-dessus. Effectivement, il y a déjà donc, une possibilité de faire du cofinancement. Mais cette ingénierie dont vous avez parlé en dernier lieu, là, qui l'a fait, cette ingénierie? Alors, cette ingénierie, elle existe pour les OPCO, les branches, elle n'existe pas encore pour les entreprises à titre individuel. On est en train de la prévoir. Je pense qu'elle ne sera pas en place en 2024, elle sera plutôt en place l'année prochaine, parce qu'elle est très demandée par les entreprises. Les entreprises nous Ben oui, demandent parce que, Pardon. non, je dis oui, elle est très demandée, parce que
effectivement, il faut quand même être assez performant dans la compréhension des choses et puis essayer de le faire. Donc, sinon, elle nous revient à nous, entreprises, en fait, là, pour l'instant. Non, non, je comprends bien. En fait, le système actuel de l'abondement automatisé, qui encore une fois existera pour les entreprises, mais n'existe pas encore, mais existe pour les OPCO et les branches, c'est un système où nos partenaires, les financeurs, nous donnent des critères. Ils nous définissent des critères liés aux formations qu'ils veulent abonder. Euh, donc, en fait, ils nous donnent des numéros RNCP, des numéros RS, ils nous donnent des types de formations. Ils nous donnent ensuite le profil des cibles. Hein, ça peut être bon, des jeunes, des seniors, ça peut être des personnes qui habitent, quand c'est des régions, c'est des personnes qui habitent en région Hauts-de-France, en région Occitanie, etc., etc. Nous, à partir du moment où on détient les critères et qu'on est capable de les mettre en équation, on rédige une convention qu'on signe avec le financeur et on met en place par ce système d'algorithme un petit robot qui va détecter que un collaborateur de votre entreprise, de votre OPCO, de votre branche, de la région correspond à tous les critères qui ont été définis par le financeur et il va servir l'abondement correspondant. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est on conventionne, on définit les critères, on signe une convention. Vous nous filez, enfin, pardon, c'est un peu vulgaire, Non, non. vous nous versez l'argent, enfin le budget, et nous, on prend sur l'enveloppe, chaque fois qu'un collaborateur correspond aux critères qui ont été définis par le financeur, on verse l'abondement et on lui attribue l'abondement et il peut aller en formation. D'accord. Et juste une deuxième question pour savoir si j'ai bien compris. Sur les 11 milliards possibles, il n'y en a que 2 qui sont utilisés aujourd'hui. Oui, C'est ça. mais le maire, Bruno Le Maire trouve que c'est déjà trop, hein. Oui, la preuve, c'est qu'il a mis, il a dit qu'il fallait remettre un reste à charge pour les entreprises ou pour Voilà, les vous avez tout salariés. compris. Vous Donc, avez tout compris. il trouve que c'est trop, mais bon, Vous avez tout ok. compris. Merci, Jean-Luc. Si, en fait tout le monde, et c'est le principe même, nous on connaît ça parce que enfin, moi, je suis banquier de formation, hein, donc j'ai travaillé à la Caisse des dépôts, mais essentiellement dans la banque, hein. Après j'ai changé de métier, mais bon, c'est le même système que la banque, hein, si vous voulez. Si tout le monde se forme en même temps en utilisant son CPF, il fait sauter la banque, hein. C'est la même chose si vous allez tous au guichet pour récupérer vos fonds à la banque, voilà, c'est juste pas possible, quoi. Le système fonctionne comme ça. Alain Guibert, j'avais une question, mais parce que moi, je suis entrepreneur avant tout. Quand on a des formations par rapport aux salariés, des formations qui sont, je dirais, qualifiantes ou associées à l'individu. Je prends un exemple. J'ai un gars qui veut faire une formation soudure TIG. Il est soudeur, mais oxyacétylènique. Il veut une formation soudeur TIG. Donc, cette formation, c'est une formation de plusieurs semaines. Et cette formation, elle est liée à l'individu. C'est lui qui l'a. S'il quitte l'entreprise, ben, il part avec sa qualification qu'il a obtenue. Et par exemple, ou en autre cas, c'est des gars qui font, par exemple, des manipulations des gaz frigorigènes. C'est une formation qui dure une semaine. Elle est attachée à l'individu. Si l'individu quitte l'entreprise, ben, sa qualification, il l'a, mais il l'emmène avec lui. Elle n'est pas à l'entreprise. Alors, est-ce que ce type de formation, par exemple, sont finançables? On peut dire aux salariés, ben, c'est une formation qui nous intéresse, entreprise, mais qui t'intéresse toi aussi en tant que salarié. Est-ce que ça, ce sont des exemples de formations cofinançables par le CPF? Toutes les formations qui sont éligibles au CPF sont cofinançables, toutes, sans exception. Et cette liste, elle est sur votre site? Alors, les listes pour le répertoire national et les répertoires spécifiques sont sur le site de France Compétences. C'est eux qui définissent la liste RS et RNCP, c'est eux. Et on a une API, c'est-à-dire un contact régulier tous les jours. Ils nous transmettent les fichiers et nous, on met à jour notre base de formation éligible tous les jours. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair, hein, dites-moi si je ne suis pas clair. Oui, oui, c'est clair. Disons,
Voilà, parce que c'est le genre de formation, effectivement, auquel on ne pense pas le cofinancement. Et moi, je vois mes salariés, c'est souvent des gars de terrain. Moi, je suis dans le bâtiment, hein. Les gars, les CPF, ils ont aucun n'utilise son CPF. Et donc, on paye à 100% la formation aujourd'hui et on pourrait effectivement utiliser une partie de ce CPF puisque le salarié ne l'utilise pas et on paye 100% alors qu'on pourrait éventuellement avoir un cofinancement de cette Bien sûr. formation puisque c'est l'individu qui a sa qualification et qu'elle est attachée à l'individu. Bien sûr, ça vous permettrait d'en faire plus pour le même montant de budget associé. Et ça permettrait aussi aux collaborateurs de se servir de ces droits, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Merci. Et je crois, Monsieur Brivet, qu'on parlait d'une clause de dédit formation pour pas que le salarié parte, en fait, Oui, pour un salarié qui quitte. Mais bon, c'est un peu symbolique, hein, et puis il y a des bah, conditions un peu particulières. oui, oui, c'est un peu symbolique. Enfin, j'avoue que je ne sais pas trop quelle est la valeur de cette clause. Je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je revoie. Je m'en rends pas bien compte. Je peux pas trop aller plus loin parce que je la maîtrise pas trop, cette clause, pour être franc Non, avec vous. mais là, je pense que c'est pour des formations longues, je dirais, sur des formations d'un diplôme, et effectivement, il y a des sommes en jeu assez importantes. Là, il peut y avoir un dédit, mais sur des formations dont je viens de parler, là, où c'est des formations qui coûtent à peu près dans les 1500, 2000 euros, ce genre de formation où si la personne se part, il y a pas de dédit, quoi. Voilà, c'est pas, c'est trop, c'est pas suffisant, non. Non, non, par contre, voilà, moi, j'ai eu un gars, j'ai formé, et qui était brillant, et puis qui a fait l'EM Lyon. Le M Lyon, effectivement, une formation sur 2 ans, c'est une formation à 40 000 euros. Donc, effectivement, là, sur ce type de formation, on peut demander un engagement de rester dans l'entreprise pour un certain temps, parce qu'effectivement, la formation, le M Lyon sur 2 ans, pour avoir un MBA, c'est 40 000 euros, quoi. Donc Ouais. là, effectivement, quand on investit 40 000 euros sur un salarié, on s'attend à ce qu'il reste un certain temps d'entreprise. Mais bon, même s'il quittait l'entreprise, juridiquement parlant, je je suis pas sûr que je gagnerai grand-chose. Il y a d'autres questions? Non? Oui, merci pour votre intervention qui était complète et de qualité, avec les chiffres aussi, c'est toujours important de mettre en perspective. Moi, j'avais, on va dire, 3 petites ou moyennes questions. Est-ce que vous pourriez faire la répartition entre les dotations, enfin, si vous avez les grandes masses entre dotations supplémentaires, volontaires et l'abonnement, si vous les avez grandes masses ou en pourcentage? Le deuxième élément, est-ce que vous avez quelques exemples de, finalement, soit de dotation ou d'abonnement qu'on vous retrouvez de façon un peu régulière, hein, dans les différentes approches d'entreprise? Et le dernier élément, c'est quand vous dites effectivement qu'aujourd'hui, c'est plutôt donc type région ou plutôt OPCO qui travaille sur la partie abondement et que les entreprises, ce sera plutôt horizon 2025. Ça veut donc dire que c'est 2025 parce que vous serez en capacité, Caisse des dépôts, d'accompagner les entreprises? Ou est-ce que si on a des entreprises qui sont déjà prêtes avant et qui arrivent avec une réflexion, avec des critères, ainsi de suite, c'est quelque chose que vous pourriez avancer en termes de possibilités? Merci. Alors, je vais prendre les questions je vais prendre les questions dans l'ordre. Alors, sur les différentes formes de dotation, c'est essentiel. Alors, j'ai pas les pourcentages précis, mais je pourrais les rechercher et vous les transmettre. Mais je crois me rappeler que c'est essentiellement de la dotation volontaire que l'on trouve sur. On a des dotations sanctions, mais elles sont très minoritaires par rapport au reste. C'est essentiellement c'est essentiellement de la dotation volontaire, essentiellement. Mais j'essaierai je vais le noter, je vais essayer de trouver des chiffres plus précis, parce que ce que je vous donne là, c'est quand même relativement vague. Sur les exemples, alors franchement, on a de tout. Sur les OPCO et les branches, là, enfin, vous devez vous en douter, ce qui les différencie, c'est les cibles en matière de formation. En fait, un OPCO, il va cibler les personnes qui relèvent de
l'OPCO est de la branche pour la branche, et puis les formations sont aussi associées à ça. Donc, sur les régions, c'est un peu différent, il y a un peu de tout. Mais on trouve, je vous le signale, parce que ça peut peut-être vous intéresser quand même, même si les régions font essentiellement de l'abondement pour les demandeurs d'emploi, donc c'est pas des salariés, mais on va dire que ça peut être des salariés en devenir. Hein. On espère que ces personnes-là qui se forment après rentrent dans la population qui travaille au sens propre et pas simplement qui est en recherche d'emploi. Il y a beaucoup de régions aujourd'hui qui demandent enfin, qui signent avec nous des conventions pour des formations du supérieur. Hein, donc des niveaux bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus, enfin pas bac plus 4 parce que ça n'existe pas, bac plus 5. Voilà. En région Pays de la Loire, par exemple, alors c'est pas la Drôme, hein. Bon, je suis bien conscient que c'est pas le même endroit géographiquement, mais et j'ai pas de convention avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'aimerais bien, mais j'en ai pas. Il y a quelques pistes, mais pour le moment elles sont pas vraiment très avancées. Mais en région Pays de la Loire, par exemple, il y a d'énormes besoins en matière d'ingénieurs. Vous savez que en Pays de la Loire, il y a la façade atlantique. Sur la façade atlantique, il y a beaucoup d'usines, beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le domaine aéronautique, Airbus, et puis il y a des sous-traitants, et puis il y a le secteur naval qui a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Et là, ça va rejoindre un petit peu la remarque qui a été faite précédemment. Je crois que c'était votre président qui la faisait, mais euh, on a des formations d'ingénieurs dans le naval et dans l'aéronautique qui coûtent, c'est des masters qui coûtent jusqu'à 22-25 000 euros. La région les prend en charge en totalité. En totalité. C'est-à-dire qu'en fait, on a emboîté, alors quand je dis la totalité, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a un petit peu de France Travail et de Pôle emploi. En fait, le système, c'est le CPF de la personne qui arrive en premier, ensuite la région, et c'est des formations qui valent 22-25 000 euros. Hein. Enfin, c'est des choses énormes. Hein. C'est pas du 40 000. J'ai pas vu de 40 000, mais j'ai vu du 25 000. Donc là, quand vous avez une région qui met jusqu'à 20 000 euros pour une formation et France Travail met la différence, la personne, elle se forme, le demandeur d'emploi, il se forme pendant 2 ans sans mettre un seul centime de sa poche hein, sur cette formation. Ça, je pense que c'est vraiment, ça peut vous intéresser parce que par rapport à des gens qui sont pas en emploi, mais qui pourraient intéresser vos entreprises, moi je trouve qu'il y a un lien, parce que même si c'est pas la même population, on n'est pas sur du salarié, c'est pas les collaborateurs à vous, c'est quand même intéressant de le savoir. Et les régions, j'ai 4 régions en particulier qui font ça, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, enfin même 5, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, et j'ai la Guadeloupe aussi. Voilà, la Guadeloupe, c'est un peu plus loin, c'est plutôt pour d'autres types de formations, mais ils font aussi du supérieur. Ils font aussi des choses dans le domaine sanitaire et social. Vous voyez, enfin, euh, c'est difficile de répondre à votre question parce c'est une question précise et sur un sujet qui est finalement assez diffus. Enfin, il y a on fait beaucoup de choses. Au début, en 2021, les premières conventions qu'on avait signées avec la région Pays de la Loire, c'était pour du permis de conduire. Bon, en un an, ils avaient consommé, je crois qu'ils avaient mis 11 millions sur la table, on a tout consommé, quoi, en un an. Et ils ont arrêté, parce qu'en fait, ça sert à rien. Enfin, ça emmène nulle part. Et ils sont incapables. En plus, ils y ont mis des fonds européens, ils étaient fous, ils ont mis des fonds européens, et maintenant, c'est Bruxelles qui leur demande des comptes pour savoir qui a passé son permis, qui l'a pas passé. Enfin, c'est un truc inextricable. C'est inextricable. Ils sont fous, ils deviennent fous avec ça. Et on a arrêté ce truc-là, quoi, parce que ça n'a pas de sens. Ça. Maintenant, les régions, les OPCO, les branches, ils ciblent de manière, ils font du fine-tuning, ils font des choses plus fines. Et je pense que le monde de l'entreprise, vous devriez, enfin, si je peux me permettre, hein, mais regardez bien avec vos OPCO, vos branches, ce qu'ils font, parce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient intéresser vos salariés qui existent déjà sur des abondements automatisés. Enfin, quelque part, c'est votre argent aussi. Hein.
Enfin, si je peux me permettre, hein. C'est votre argent, donc allez-y, quoi. Je pense qu'on ne fait pas assez de publicité. Alors, nous, c'est pas trop à nous de le faire, parce que les OPCO et les branches, c'est eux qui sont en charge de cette communication. Mais je pense que ça serait bien de le savoir. Il y en a 8, hein, OPCO branches, hein. Il y a des FAF aussi qui interviennent. Il y a de plus en plus d'acteurs qui interviennent en co-construction. Alors, je sais que les entreprises le demandent, hein, et ça sera pas. Alors, pour répondre à votre troisième question, nous, en fait, on a un problème, c'est un problème de développement. Pour pouvoir proposer aux entreprises, il faut qu'on développe un produit et développer. Alors, je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle. Moi, je ne suis pas informaticien. Moi, les informaticiens, j'ai du mal à j'ai du mal à les comprendre parce que, en fait, ils nous demandent des heures carrées pour faire des trucs pas possibles. Enfin, moi, je comprends pas. En fait, aujourd'hui, on a du mal à avoir Mais vous n'êtes pas le seul, hein. Ah, Vous d'accord. n'êtes pas le seul, hein. Je suis rassuré alors. Parce que moi, je comprends pas qu'un truc, ce qu'on veut proposer aux entreprises, je comprends pas qu'ils nous demandent 8 mois pour le développer. Je comprends pas. Alors après, ils nous racontent Java, PI Planning, Sprint, je sais pas quoi. Donc, ils nous racontent des histoires bon, bref, on va pas pouvoir y arriver on va pas pouvoir y arriver en 2025. C'est bête, parce que je pense que là, il y a une vraie poche de développement et ça aurait du sens. Ça aurait vraiment, plutôt que de faire du permis de conduire. Enfin, je sais pas si vous connaissez Bruno Le Maire, mais dites-lui quoi. S'il veut faire des économies sur le CP, je devrais pas dire ça, hein. C'est vrai que je suis enregistré, il faut que je fasse gaffe quand même. Mais qui flingue les permis, quoi. Alors, je vais pas me faire des amis dans les auto-écoles, mais Alors, évidemment, vous allez me dire, en zone rurale, le permis, c'est un moyen d'avoir un emploi. Alors, ce que je dis là est aussi un peu bête, mais il cherche 200 millions d'euros. Le permis moto, ça nous consomme déjà 250 millions. Il a qu'à le supprimer. Puis voilà. Enfin bon, bref. J'en ai trop dit. Donc, si on a des contacts d'entreprise pour un abondement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Non, pour C'est en l'instant, c'est phase pas test, possible. hein, avec des Je peux grands pas groupes, comme on je a préfère vu. pas vous raconter d'histoire. OK, Veolia. Et pour avoir sollicité 2 OPCO de taille assez importante, qui interviennent sur la Drôme, tous 2 ne se sont pas sentis très concernés par la question. Alors, je ne sais pas si en off, on peut échanger sur, je sais pas, des OPCO que vous sentez un petit peu plus Ouais. partants et qui développent des dispositifs. Je veux bien qu'on puisse échanger pour après pouvoir communiquer aux entreprises ressortissantes de la Drôme. Voilà, et puis peut-être pousser les autres qui n'y vont pas encore. Oui. Mais avant cela, je vais laisser alors, déjà intervenir Charline Kléber, mais oui, qui nous fait la gentillesse de pouvoir partager son expérience. Charline, je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer comment vous fonctionnez avec le CPF. Merci. Donc moi, je suis RH. Je m'occupe en fait de l'équipe du siège, donc côté opérationnel, et l'usine d'Alex. Donc on a la particularité que Charles et Alice, c'est à peu près 500 personnes. Une usine quand même aussi en PACA. Et l'autre grande particularité, alors c'est qu'on est tous très polyvalents. Sauf une personne qui est dédiée chez nous à la formation, donc pour l'ensemble du groupe, donc pour les 500 personnes quasiment. C'est un choix qui a été fait à peu près il y a 10 ans, choix qu'on regrette absolument pas, puisqu'aujourd'hui, tous nos collaborateurs sont formés en moyenne, ont 2,5 formations en moyenne. Donc là, je ne calcule même pas en temps ni en argent. On donne largement plus que 5 voire 6% de notre budget annuel en formation. La seule particularité, c'est que comment on s'y prend, on passe par nos entretiens annuels. Donc, chaque année, on leur pose la question. On a une partie sur la formation. On fait un bilan sur les formations qui ont été faites l'année précédente. Et on leur demande, qu'est-ce qu'ils veulent faire. On leur demande vraiment leur opinion pour qu'ils soient acteurs de leur formation et de leur développement. On prend les formations qui sont orchestrées donc, et organisées par notre collaboratrice donc, qui est en charge de la formation et du développement. Et puis, on projette à l'année toutes nos formations comme ça et chaque année, on bouge de temps en temps par rapport à nos besoins.
On a aussi un autre moment fort qui est nos entretiens professionnels, dans lequel là, c'est le RH qui prend la main et qui pose systématiquement la question de savoir comment la personne se voit en termes de développement professionnel, de quoi elle a besoin, comment elle se projette et si le CPF, elle va ou elle veut ou compte l'utiliser dans les 2 ans. Donc, cet échange nous permet de désamorcer systématiquement l'utilisation du CPF, de le démocratiser et concrètement d'en faire un levier. Donc, chez nous, ce n'est pas tabou de pouvoir demander clairement si, pour une formation, ils veulent utiliser le CPF. La seule contrainte pour nous, c'est qu'au niveau RH, on les accompagne parce qu'en effet, on vient d'en parler, il y a encore un peu de boulot à faire pour rendre les choses plus accessibles. Mais concrètement, c'est assez bien vécu. Ce n'est pas vécu comme une obligation, c'est-à-dire qu'on ne l'impose pas. On réexplique un peu le fondement du CPF et savoir qu'on est dans une co-construction et un co-développement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, nous, on attend un petit peu ce qui va être dit par rapport à l'obligation de la prise en charge d'une partie du coût du CPF, pour voir, pour nous, en tout cas, on ne se dit pas que je pense qu'on ne changera rien, mais que si on a la possibilité de financer en fait cette partie-là, on le fera peut-être parce que philosophiquement, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'investissement du collaborateur. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit sur l'organisation chez nous. Merci. Et Charline, des exemples de formation? Est-ce que vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît? Alors, le dernier est un peu particulier. Mais j'hésite pas à le raconter. Donc, on a une collaboratrice qui a fait pendant 20 ans le même métier et qui, par usure, hein, on va dire les choses, hein, ça arrive malheureusement qu'il y ait une usure professionnelle sur certains postes. On a pour philosophie quand même d'essayer de ne pas procéder à un licenciement pour inaptitude et donc d'accompagner les personnes dans le reclassement. Dans ce cadre-là, on avait fait le tour avec elle sur les besoins. Donc, elle a eu un accompagnement de 6 mois de formation en interne. Elle avait quand même estimé encore avoir besoin de formation et notamment en Excel. Il se trouve que les formations en Excel, on lui aurait offert sans problème. C'est juste qu'on lui a demandé si en effet elle voulait bien utiliser son CPF. Et elle l'a fait parce qu'elle a fait vraiment pour elle dans l'esprit d'un investissement. Alors, bien sûr, ces formations sont organisées pendant le temps de travail, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais concrètement, pour nous, c'était, on voit tout en fait sous forme de partenariat. Par contre, si on a un non, oui, bien sûr, on n'hésitera pas à financer la formation quelle qu'elle soit. Parce que là, en l'occurrence, quelqu'un qui nous dit ben voilà, j'estime que j'en ai besoin, on trouvait que c'était légitime. Néanmoins, voilà, le CPF, c'est fait tant pour la personne que pour sa co-construction dans l'entreprise. Donc, pour nous, il ne doit pas y avoir de tabou, en tout cas dans la demande. Merci. Des réactions? Sabrina, je ne sais pas si tu... C'est pas une obligation, hein, mais connais un peu le sujet aussi. Merci en tout cas pour cette présentation. Alors effectivement, Charline parlait de tabou. Alors moi, je suis chargée de développement RH au sein de Cohesio. Effectivement, ça l'est un petit peu jusqu'à présent. Donc, c'est pas simple. On se rend compte que ça nécessite beaucoup de communication. Donc, j'aimerais bien que peut-être que vous partagiez aussi votre fonctionnement par rapport à ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut beaucoup communiquer sur le sujet et il y a une méconnaissance globale. Le CPF, ils en ont entendu parler par rapport à tout ce qui s'est passé, mais finalement, très peu de personnes se sont déjà connectées. Et donc, c'est notre rôle aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de Cohesio pour pouvoir travailler sur ce cofinancement et accompagner nos collaborateurs dans les formations certifiantes, entre autres, bien évidemment. Après, moi, j'avais ce nouveau décret qui va certainement arriver. Effectivement, on a compris le sujet, c'était pour faire des économies, mais ça va peut-être être pas si simple pour nous de le présenter aux collaborateurs. Moi j'ai une présentation typiquement jeudi auprès des équipes. Est-ce que peut-être M. Brivet, ou je ne sais pas, pourrait m'en dire un peu plus, mais j'ai bien compris que c'était un peu flou à ce jour. Mais comment peut-être l'aborder et comment? Pardon. Eh bien, il est à côté de moi, tiens. Mais comment aborder un peu le sujet? Parce qu'il se peut évidemment qu'il y ait des questions. Et c'est vrai que pour avoir fait quelques recherches, il n'y a rien qui est très précis.
Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez. Il y avait peut-être une question à votre voisine, donc je ne sais pas si je commence, mais Oui, sur la communication sur le CPF. J'ai bien compris que c'était durant les EAD, un peu comme nous, mais pas que. Donc c'est pour ça si vous pouvez partager éventuellement. Bon, après, on n'a rien inventé, hein. Concrètement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est transparent dans toutes nos démarches au niveau de nos représentants du personnel. Donc, on a forcément des réunions mensuelles. Et donc, on est transparent sur l'utilisation. On fait un retour aussi exhaustif sur nos formations, bon, avec les temps obligatoires qui sont prévus à cet effet, mais aussi, voilà, dans le cadre d'un reclassement, on dit tout sur cette utilisation aussi, sur les formations, sur les besoins d'accompagnement. On fait une communication aussi auprès des collaborateurs. Et puis, quand ils viennent nous voir, ou justement au niveau des entretiens, quand on leur fait des retours, quand ce n'est pas jugé aussi, comment dire, une priorité pour cette année, on leur explique, on fait une explication sur le CPF aussi, en leur expliquant que s'ils souhaitent le faire pendant le temps de travail, il faut qu'ils se rapprochent vers nous. Comme ça nous permet de garder le lien. Voilà. Donc, en fait, on fait beaucoup de communication, mais on n'a rien inventé. Merci. Monsieur Brivet. Sur le reste à charge, on appelle ça le reste à charge ou le ticket modérateur, mais peu importe le terme qu'on emploie, la volonté c'est vraiment une volonté budgétaire et rien d'autre, hein. Il n'y a pas derrière d'autres objets que celui-ci en la matière. Donc ça veut dire que c'est plutôt entre les mains du ministre des Finances, mais je pense que il va y avoir des arbitrages qui vont être pris au niveau de Matignon et peut-être plus haut, c'est-à-dire au niveau de l'Élysée. Nous, on est en contact avec les cabinets, que ce soit celui de Matignon et celui de l'Élysée. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de la part du ministère des Finances de réaliser 10 milliards d'euros, 10 milliards d'euros d'économies budgétaires, donc sur des budgets votés, hein, la dernière loi de finances, c'est-à-dire la loi de finances est même pas sèche, hein, l'encre est même pas sèche, qu'il faut déjà en enlever 10 milliards, avec un objectif qui, de toute façon, a pour but de permettre au pays, à la France, de conserver sa notation au niveau international. Donc ça, c'est l'enjeu. Après, la question, c'est comment ça va être réparti. Nous, si on descend au niveau du CPF, ce que nous demande Bercy, c'est d'économiser 200 millions d'euros. C'est ça l'objectif. C'est 200 millions d'euros. C'est 10%. C'est pour ça qu'il y a le chiffre de 10% qui a circulé. Ça représente 10% de la consommation annuelle. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en rajoutant en janvier le permis moto, on a rajouté 250 millions. Donc nous, le message que l'on passe, mais ce n'est pas nous qui sommes décisionnaires au niveau de la Caisse des dépôts, mais le message que l'on passe, c'est de dire, supprimez le permis moto et les voilà, vous les avez, vos 200, mais ils veulent plus. Ils veulent 200 millions sur la base de la consommation 2023. Donc, abstraction faite du permis moto. Et la seule solution, c'est de mettre un ticket modérateur ou un reste à charge, comme on veut bien l'appeler. Il y a deux chiffres qui circulent, un chiffre forfaitaire de 50 € et un chiffre en pourcentage de 10%. Ça ne va pas du tout représenter la même chose, hein, puisque 10% de la moyenne de la consommation, ça fait 120 €. Et 50 € parce qu'en fait, il y a la consommation moyenne d'un dossier CPF, c'est 1207, si je me rappelle bien, ou 1250 €. Hein. Donc c'est 10% de 1250 €, ça fait 125 €. Voilà. Et il y a un autre chiffre qui a circulé, c'est 50 € forfaitaire. Bon, 50 € forfaitaire, c'est un montant qui est beaucoup plus faible. Nous, c'est celui qu'on avait, c'est celui qui circulait il y a environ un mois. Hein. Là maintenant, après vous avez vu en fait que dans le cadre du remaniement ministériel, il n'y a plus de ministre de la formation professionnelle. Carole Grandjean n'est plus ministre et elle n'a pas été remplacée. Et je veux dire, la nature ayant horreur du vide, maintenant, c'est Bercy qui a repris la main sur le sujet. Donc il y a plus de risques que ça soit 10%, que ça soit 50 €. Nous, on pense que 10%, ça va avoir un impact plus important que 10% de 1250 €, parce qu'il y a des gens qui pourront pas mettre 125 € de leur poche
pour une formation moyenne. Hein. Et puis, ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne vont racheter que des formations courtes et pas chères pour avoir un reste à charge faible, ce qui est idiot d'un point de vue de l'utilité économique et de l'utilité pour les entreprises. Voilà. Il faudrait que le CPF finance en partie des formations longues et qualifiantes. C'est ça l'intérêt du CPF. Là, je pense qu'on va à l'envers. Bon, après, c'est pas nous qui prenons l'arbitrage, mais le message à passer, c'est qu'on aura l'information vraisemblablement dans le courant du mois de mars-avril, et pour une application qui sera probablement soit au début de l'été, soit à la rentrée, quelque chose comme ça. Voilà. Malheureusement, nous, comme on savait qu'il y aurait un reste à charge assez vite, on a fait les développements nécessaires pour ça. Donc, on n'a pas fait les développements nécessaires pour l'abondement des entreprises, mais on a fait les développements nécessaires pour le reste à charge. Voilà. Donc, on sera prêts, nous. Hein. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais voilà. Oui, oui. Bon, merci. On attend du coup cela avec impatience, mais je ne sais pas si on attend tant que ça le résultat. Si c'est à ces hauteurs-là, ça va être compliqué, oui, pour les entreprises, les salariés et les centres de formation. Merci. Monsieur Campuzano, est-ce que vous voulez... non, pas partager, pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Écoutez, on a fait le tour. Je crois que l'année 2024 va être charnière avec toutes ces nouveautés. On peut peut-être se reprogrammer ce genre d'intervention. Et puis, je vais laisser mon président pour la conclusion. Voilà, quand on aura un petit peu plus d'éléments également. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci Nathalie pour organiser cette réunion. Merci Monsieur Brivet pour votre intervention qui était très intéressante. Voilà, effectivement, on marche un peu sur la tête parce que c'est vrai que le permis moto, je vous rejoins, c'est pas forcément un signe pour la formation parce que c'est pas ça qui vont faire que les gens vont trouver du travail. C'est un permis de voiture, c'est déjà bien. Un permis moto, c'est du surplus. Bon, mais comme vous disiez, ça consomme beaucoup de ressources. Donc peut-être que ça s'est mis au 1er janvier 2024, peut-être ça sera retiré au 1er juillet 2024. On ne sait jamais. Puisqu'il faut faire effectivement 10 milliards d'économies, ce qu'a annoncé Bruno Le Maire. Voilà. En tout cas, merci Monsieur Brivet, merci à tous les participants et intervenants, et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et voilà, et pour ceux qui sont Monsieur Brivet, vous n'aurez que, même pas l'odeur, parce qu'on avait organisé un petit buffet pour les participations physiques. Donc, donc j'invite les gens de la salle à nous rejoindre. Et vous, ceux qui sont à distance, je vous souhaite bon appétit. Merci, merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.